Mike Tyson, Mohamed Ali, George Foreman, Joe Frazier, Roberto Duran, Larry Holmes, ils font tous partie des plus grands boxeurs de tous les temps et ils ont un point commun. Don King. Don King. Don King. Don King. Don King. Don King, sans aucun doute le plus grand promoteur de l'histoire de la boxe. Il a organisé les plus gros combats jamais organisés, transformé des centaines de combattants en superstars mondialement connus, donné plus d'argent aux combattants qu'ils n'en ont jamais reçu, et c'est lui qui a construit l'empire de la boxe tel que nous le connaissons aujourd'hui. Avec sa coupe mythique, son style extravagant et son charisme incroyable, tout le monde s'accorde pour dire que c'est le plus grand personnage de la boxe des années 80. Mais il y a une autre chose sur laquelle tout le monde s'accorde aussi, c'est que c'est le personnage le plus controversé. Just a bad man. It's real bad man. He abused you. He would throw you. He would kill his mother for $1. He's ruthless. He's deplorable. He doesn't know how to love anybody. That's just the way he is. Donc entre combats truqués, contrats frauduleux, proximité avec la mafia, blanchiment d'argent, manipulation, racisme et même meurtre, aujourd'hui on va voir à quel prix Don King a bâti le plus grand empire de la boxe. « 1950, dans les quartiers populaires de Cleveland, bien loin des rings de boxe, Don King est connu de tous sous le surnom de Tsar des Nombres. Alors qu'il était encore qu'un adolescent, il avait déjà construit un empire dans les paris illégaux. Il tenait une loterie illégale qui lui rapportait plus de 15 000 $ par jour. Mais ces maisons de paris sont affiliées à la mafia, et petit à petit, Don va plonger dans des réseaux de mafieux criminels. Avec cet argent sale vient son lot d'ennuis. En 1954, 3 hommes s'introduisent dans une de ces maisons de paris pour lui voler ses gains. Don ne se laisse pas faire, la tension monte et la tentative de vol dégénère. Dans un accès de violence, King sort un pistolet et abat un des hommes d'un tir dans le dos. Les deux autres parviennent à s'enfuir. Il plaide la légitime défense, et vous allez le voir plusieurs fois dans cette vidéo, Don a un don avec la justice. Que ce soit avec Mohamed Ali, Mike Tyson ou Holmes, il arrive toujours à s'en sortir d'une manière ou d'une autre, même si ça implique des techniques très douteuses. Les affaires reprennent de plus belle, même en versant une partie de ses revenus, il va gagner tellement d'argent qu'il va réinvestir et ouvrir une boîte de nuit sur la rue principale de sa ville, à Cleveland. Cette boîte va permettre à beaucoup de chanteurs noirs de se produire, et sa boîte devient un incontournable dans Cleveland. Ça lui permet surtout d'étendre son réseau et d'avoir un pied dans le milieu du show business. Mais son autre pied, il est encore dans les activités illégales et ça va encore lui rapporter des ennuis. Peu de temps après ça, il va s'embrouiller avec un de ses employés. Il lui devait 600 $, l'équivalent de 7000 actuels. La tension entre les deux hommes va exploser quand King va le confronter pour qu'il le rembourse. Les deux hommes en viennent aux mains, et dans un accès de rage, King va sortir un colt, le placer sur la tempe avant de lui mettre un violent coup de pied sur la tête. Un policier sur place assiste à toute la scène. Il arrête King et l'emmène au poste. Sa victime, elle, va être transformée à l'hôpital, où il va mourir de ses blessures 5 jours plus tard. Cette fois-ci, King ne peut pas plaider la légitime défense, parce que les preuves contre lui sont indéniables. Le témoignage du policier est sans appel, les derniers mots de Garrett avant de mourir étaient « Don, je vais te payer l'argent ». How did you kill a man in a fist fight? Well, we was fighting one another and we was kicking one another and his head hit the concrete and it must have been a pretty bad blow, which I've suffered deep contrition for since it happened. But nevertheless, I was instrumental in the fatality of a fellow human being whom happened to be one of my personal friends. Unfortunately for me, they found out that I was Don King, the guy that was running the numbers. Now the sensationalism came into play. Don King, the numbers baron, the numbers czar, the numbers kingpin. So they began to try me for numbers rather than for an accidental death and the fatality of a fellow human being. Il est coupable de meurtre et risque la prison à vie. Pour s'en sortir, Don et ses avocats vont jouer la carte de l'accident. Il va dire que dans l'altercation, Garrett était tombé sur la tête et que c'est la raison de son décès. Sa manœuvre fonctionne, parce qu'il doit seulement faire 4 années de prison. Quand il risquait la prison à vie, c'est vraiment pas mal. Et ce passage en prison représente un vrai tournant dans sa vie. Il réalise qu'il ne veut pas passer sa vie derrière les barreaux. Donc il va commencer à s'éduquer et passer son temps à la bibliothèque de la prison. Il va lire des centaines de livres et découvrir un domaine qui va le passionner, la psychologie humaine. Pendant ce temps, en dehors de la prison, un homme est en train de marquer l'histoire, et son nom c'est Mohamed Ali. Et ça donne, il le suit très attentivement de là où il est, parce que tous ses combats sont retranscrits à la radio. Donc ce qu'il va faire, c'est installer CyberGhost VPN sur sa radio, comme ça il peut surfer tranquillement sur toutes les ondes en protégeant sa vie privée et protégeant ses données. Mais rassurez-vous, ça c'était à l'époque, et aujourd'hui c'est disponible sur PC, et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de sites sur lesquels vous risquez de perdre vos données et vous faire pirater. Et surtout si vous êtes du genre à passer sur des sites un peu bizarres pour regarder les combats UFC. Vous inquiétez pas, j'ai aussi fait pareil. Parce qu'un VPN c'est essentiel pour protéger votre vie privée. Parce qu'à chaque fois que vous naviguez sur internet, il y a de nombreux yeux qui regardent exactement ce que vous faites et où est-ce que vous allez. Il y a par exemple votre fournisseur d'accès internet, le service informatique de votre école, de votre travail, le routeur wifi de votre domicile et même les sites sur lesquels vous allez, ils savent tout ce que vous faites. Donc pour stopper ça et garder votre vie privée, vous avez besoin d'un VPN. Et pour ça, quoi de mieux que CyberGhost VPN? C'est le VPN le plus utilisé, il y a plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, c'est le VPN le plus recommandé du marché avec une note presque parfaite sur Trustpilot, avec plus de 20 000 personnes qui l'ont noté excellent. Et pour l'utiliser, c'est très simple, il suffit de l'activer avant d'aller sur internet. Là, ils vont s'occuper de crypter et de rediriger 100% de votre trafic sur leur serveur sécurisé. Comme ça, personne ne saura rien de ce que vous faites en ligne. C'est hyper simple, il y a des
serveurs dans plus de 100 pays dans le monde, ce qui fait que vous avez l'embarras du choix. Et personnellement, mon utilisation préférée, c'est pour me localiser dans un autre pays, et comme ça je peux regarder les chaînes de sport étrangères et tout ça gratuitement. Et en plus de ça, ça permet de débloquer énormément de contenu non disponible en France sur les plateformes comme Netflix, Amazon Prime, etc. Et l'application elle est disponible sur tous les systèmes d'exploitation, ça veut dire que si vous avez une tablette, un PC, une télé, vous pouvez l'installer sur absolument tout. Et en plus de ça, elle peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Donc si vous voulez garder votre anonymat en ligne, c'est le moment parfait pour vous procurer CyberGhost VPN avec le lien qui est dans la description. Et là vous avez une offre vraiment exceptionnelle qui est de 83% et en plus vous avez 4 mois gratuits. Et en plus d'avoir une offre de remboursement de 45 jours, ils ont un service client disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est vraiment sans risque pour vous. Vous pouvez l'installer, le tester, tester toutes les fonctionnalités et si ça vous plaît pas, vous faire rembourser, ça vous aura rien coûté. Alors utilisez le lien qui est dans la description, téléchargez CyberGhost VPN et commencez dès maintenant à protéger votre vie numérique. Donc Don est toujours en prison, il écoute chacun des combats de Mohamed Ali sur sa radio et ça va lui donner beaucoup d'idées. Au bout de 4 ans, grâce à sa bonne conduite et son large réseau de célébrités, il va se faire gracier par le gouverneur de l'Ohio en 1972. Des projets plein la tête, Don King est un homme libre. Et il ne va pas perdre une seule minute, parce que son plan il le prépare depuis des années, c'est prendre le contrôle du monde de la boxe. Sauf que s'il avait un petit réseau à Cleveland, dans la boxe c'est encore personne. Mais il a un lien avec Muhammad Ali, c'est James Brown, un chanteur de soul et de funk qui va jouer l'intermédiaire pour Don King. Sauf que c'est déjà une superstar, il gagne des millions, a déjà un promoteur, donc a priori il n'a aucune chance de signer avec lui, qui je le rappelle n'est absolument personne dans la boxe. Cependant il va réussir à piquer sa curiosité, et va lui laisser une chance, il a le droit à un seul appel pour essayer de le convaincre. Et dans ce qui semblait être perdu d'avance, King va appliquer son plan parfaitement ficelé qui repose sur plusieurs points. D'abord, il savait que Mohamed Ali était dans une passe difficile. Quand la guerre du Vietnam éclate, tous les Américains en âge de se battre sont mobilisés. Mais Ali refuse de s'enrôler. Il déclare dans une interview qu'il n'a aucun problème avec les Viet Cong et ne veut pas se battre pour une cause dans laquelle il ne croit pas. How would you feel about that, Mohammed? Being sent to Vietnam? Don't feel nothing. I'm not excited at all. You mean you're not interested in going over there to fight for freedom? Fight for freedom. Fight for whose freedom? I'm not free right here. You got places on Miami Beach I can't go. My people not free. Fighting for who's free? I'm talking about fighting the enemy. Who's enemy, man? The Viet Cong never called me no. Ce choix, bien que courageux, entraîne des représailles de l'État américain qui l'accuse de désertion. Il perd tous ses titres de champion du monde et sa licence de boxe. Et Don King a très rapidement compris l'impact de cet engagement et il va s'en servir pour lui faire cette proposition. Organiser un combat d'exhibition dont tous les revenus seront reversés à un hôpital des quartiers afro-américains. Et ça marche, Ali accepte. Même si cet événement ce n'est qu'un simple combat d'exhibition, ce sera un véritable succès et Don arrive à dégager 85 000 $ de bénéfices. Mais l'hôpital n'en recevra que 1500. Et ça deviendra la marque de fabrique de Don. Mais il s'en fout parce qu'il a eu ce qu'il voulait par-dessus tout, se faire un nom dans le monde de la boxe. Ce premier combat lui ouvre la porte à plein d'autres événements. Il va organiser plein de galas de boxe amateurs dans sa ville d'origine à Cleveland et ça va lui permettre de repérer des boxeurs talentueux, accroître son expérience dans le domaine et continuer d'étendre son réseau. Grâce à ça, il sympathise avec d'autres grands combattants de l'époque et notamment un certain Joe Frazier avec qui il va aller en Jamaïque pour le soutenir dans son combat face à George Foreman. Il arrive au combat dans la limousine de Frazier, mais lorsqu'il se fait mettre KO, il va se précipiter vers Foreman pour le féliciter, oubliant complètement Frazier. Il partira même de l'événement avec Foreman dans sa limousine. Franchement, c'est une dinguerie de faire ça. Moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris à quel genre de mec on a affaire. Mais le pire, c'est qu'il assume complètement et en plus de ça, ça le fait rire. Where should we go? Oh, also in this thing, I guess they show old footage, and you come to a fight with Frazier, and he loses, and you leave with Foreman or something like that. Yes, that's true. That's business. That's very funny. Après cette victoire, Foreman devient le prétendant au titre. Son adversaire, qui d'autre que le grand Mohamed Ali pour récupérer son titre. L'affrontement devient inévitable, et bien sûr, Don King est déterminé à organiser ce combat. Ça lui rapporterait non seulement énormément d'argent, mais ça le positionnerait surtout comme le plus gros promoteur de l'époque. Mais il y a un problème, Ali a déjà un promoteur, un agent qui organise tous ses combats, le paye bien et en plus il s'entend très bien parce que c'est son avocat. Et surtout, organiser un tel événement c'est extrêmement compliqué. Il faut avancer énormément d'argent, trouver un lieu, payer les combattants, faire la promo et le tout en restant rentable. Et ça, Don il l'a jamais fait et encore moins à cette échelle. Mais une fois de plus, Don a un plan. Pour obtenir le combat, il va tout simplement proposer aux combattants le double de la paye qu'ils étaient censés recevoir. Alors qu'ils devaient toucher la somme record de 2,5 millions $, Don va leur promettre 5 millions chacun. Cette somme était colossale pour l'époque et forcément aucun autre promoteur ne pouvait se permettre de reverser autant d'argent. Sauf qu'il a 4 mois pour trouver les 10 millions et les reverser aux combattants. Et en plus de ça, il doit trouver les fonds pour organiser l'ensemble de l'événement. Et ça, je le rappelle, en seulement 4 mois. Et à ce moment, Don n'a rien de tout ça. Ni les 10 millions, ni de quoi organiser l'événement. Personne ne croit en lui et les combattants ont signé avec Don pour une seule raison, ils ont reçu un acompte de 500 000 $ chacun. Et Ali dira, c'est la plus grosse somme d'argent que j'ai reçue pour un combat qui n'aura jamais lieu.
Mais Don, c'est un vrai débrouillard, il est stimulé par les projets ambitieux. Ses objectifs qui paraissent inatteignables, c'est ce dont il a besoin pour se dépasser, même si ça implique de contacter des dictateurs africains pour financer l'événement. Il va contacter Mobutu Sese Seko, le président du Zaïre, un dirigeant très controversé. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi un dictateur qui a des milliers de kilomètres des États-Unis financerait un tel combat de boxe. Encore une fois, c'est grâce à son charisme et sa capacité de persuasion. Quand il lui propose d'organiser le combat dans son pays, il lui dit que tous les yeux du monde seront rivés sur ce combat et que c'est une occasion de rêve pour non seulement redorer son image, mais surtout mettre la lumière sur le Zaïre à l'international. En plus, les deux combattants sont afro-américains et il va lui vendre ça comme un retour aux sources. Ça marche, Mobutu est conquis par l'idée et il s'engage à non seulement payer les combattants, mais organiser l'ensemble de l'événement. Il va construire des routes, héberger le personnel, créer la salle, des millions et des millions sont investis sans que Don n'ait à sortir un seul centime. Et pour symboliser ce combat qui a lieu en plein cœur de l'Afrique, Don va lui donner un nom symbolique que tous les fans de la boxe connaissent, The Rumble in the Jungle. Pour vendre ce combat, il va se servir de l'image de Mohamed Ali pour créer un narratif autour du combat dans l'Afrique. Ce serait un retour aux sources après avoir dominé les États-Unis en devenant une superstar mondiale. Les médias s'affolent, tout le monde parle de cet événement planétaire organisé au fin fond d'Afrique. Et si Ali est le défavori sur le plan technique, il a largement conquis le cœur du public. Et pour couronner le tout, le combat est spectaculaire. Pour contrer la puissance dévastatrice de Foreman, Ali a mis en place une technique bien rodée. Il va passer les 10 premiers rounds sur la défensive, n'envoyant presque aucun coup, pour laisser Foreman se fatiguer pendant que lui se repose dans les cordes. Jusqu'au 11e round, quand il ressent la fatigue de Foreman, il va décider d'accélérer pour terminer le combat. Et dans un enchaînement spectaculaire, le met au tapis avec un direct du bras arrière qui choque le monde et qui gravera définitivement son nom dans l'histoire de la boxe. Le combat fait 100 millions de dollars de vente de pay-per-view, le nombre de spectateurs est estimé à 1 milliard de personnes à travers le globe. C'est non seulement une réussite financière, mais c'est surtout une réussite pour Don qui est propulsé avec son premier combat professionnel au rang du plus grand promoteur de la boxe. Après ce succès retentissant, tous les boxeurs se précipitent pour signer avec King. Mais un autre type de personne veut désormais faire affaire avec lui, ce sont les dirigeants controversés. Et notamment le président des Philippines, Ferdinand Marcos, qui a suivi l'événement de très près et qui est prêt à aligner beaucoup de dollars pour reproduire ça dans son pays. Et ça tombe bien, parce qu'Ali et Frazier sont actuellement à un partout et c'est une occasion en or pour enterrer cette rivalité. De la même manière qu'au Zaïre, Don organise l'événement aux Philippines qui deviendra The Thrilla in Manila. Mohamed Ali va cette fois-ci toucher 4,5 millions de dollars et 2 millions pour Frazier. Une fois de plus, le trash talk d'Ali et le sens du show business de King font de cet événement un événement planétaire. Le combat étant 15 rounds, les deux combattants se livrent une guerre sanglante. Le combat surpasse les attentes. Et bien qu'Ali remporte ce combat, il a repoussé tellement loin les limites de son corps qu'il n'a jamais été aussi près de la mort. King n'est pas qu'un simple promoteur. C'est un showman, un personnage médiatique fort avec un style extravagant et une coupe de cheveux signature. Mais son plus grand pouvoir, c'était d'être capable de donner vie aux plus grands combats de son époque. Que ce soit Mohamed Ali, Frazier, George Foreman, si vous étiez parmi les meilleurs combattants de boxe des années 70, vous étiez forcément lié de près ou de loin à Don King. Et avec ces deux événements majeurs, il est devenu le personnage le plus influent du sport. Il ne se contentait pas d'organiser des combats, il en faisait des spectacles qui captivaient des millions de fans. Tout ce qu'il touchait dans la boxe semblait se transformer en or. Mais avec le succès vient les polémiques et l'histoire de Don King, c'est loin d'être une success story sans sa pardon. Les accusations de sous-payer les combattants, proposer des contrats frauduleux et les poursuites judiciaires s'accumulent, et pour chaque combattant qui lui jette des fleurs, il y en a un qui le poursuit en justice. Mais peu importe les controverses et les scandales, lui a toujours un coup d'avance. Ça ne change rien au développement de son entreprise et son empire demeure intact. Surtout qu'on arrive dans l'âge d'or de la boxe où il va organiser 5 combats supplémentaires pour Ali et signer les plus gros combattants du moment comme Sugar Ray Leonard, Leon Spinks et Larry Holmes. Et quand Mohamed Ali voudra prendre sa retraite pour préserver sa santé, c'est Don qui va le convaincre de faire son dernier combat contre Holmes. Un combat alors complètement déséquilibré où Mohamed Ali finira à l'hôpital avec de graves commotions cérébrales. En plus, Don ne lui donnera que 6,8 millions de dollars des 8 millions qu'il lui avait promis, et Ali le poursuivra en justice pour récupérer son dû. Mais King va réussir à persuader la seule personne capable de convaincre Ali d'abandonner ses poursuites. Il va lui apporter une valise de 50 000 dollars en cash dans son hôpital alors qu'il a encore de graves commotions cérébrales. La santé compromise et face à de longues années de procès, Ali préfère accepter et signer un contrat qui stipule que ces 50 000 dollars suffisent à rembourser sa dette et donne les droits de promotion à King sur tous ses combats futurs. Et quand Ali prend sa retraite, King a besoin d'un nouveau poulain à manipuler avant de mettre la main sur Mike Tyson. Tim Witherspoon est un combattant très prometteur et aurait pu facilement devenir une superstar mondiale s'il n'avait jamais croisé le chemin de Don King. Il a 23 ans, fait 1m93 pour 100 kg et est invaincu avec 12 victoires pour 0 défaite. Don va commencer à se rapprocher de lui lors de son combat face à Alonzo Ratliff en 1981. Quand il remporte la victoire, Don King va appliquer sa stratégie habituelle, il va se précipiter sur le ring pour le féliciter. Il promet de faire de lui une superstar, de le payer des millions, de faire des gros money fights, et avec son influence et le pouvoir qu'il a dans la boxe, il réussit à signer Tim et devient son promoteur. Mais
c'est maintenant que le piège va commencer à se refermer sur lui. Parce que quand il va devoir repousser un combat à cause d'une infection à l'oreille, Don lui met la pression pour qu'il combatte malgré tout. Tim refuse catégoriquement. Don est furieux, il décide de le sanctionner et parvient à suspendre sa licence de boxe. Il dit à Tim que s'il veut la récupérer, il va devoir signer un contrat avec lui. Un contrat très désavantageux avec Don comme promoteur et son fils Carl King comme manager. Un conflit d'intérêt majeur parce qu'un promoteur cherche à faire les événements les plus rentables possibles et ça implique de payer les combattants le moins cher. Tandis qu'un manager se bat pour les intérêts des combattants et négocie pour qu'ils soient payés le plus possible. Et conscient de cette arnaque, Tim refuse. Sauf qu'il n'a plus d'argent, il ne peut plus boxer à cause de sa licence, et Don est trop puissant et il sait qu'il contrôle la commission. Donc quelques semaines plus tard, le dos au mur, il accepte de signer le contrat sous la pression. Comme promis, sa suspension est levée, et Don lui obtient un contrat pour le titre face à Larry Holmes. Tim ne touchera que 53 000 $ pour ce combat. C'est Don qui s'est reversé tout l'argent. Plus Tim combattait, moins il gagnait d'argent. King se remplissait les poches sur son dos. Il ne gagnait presque rien alors qu'il était une star parmi les meilleurs boxeurs de son temps. Pour sa première défense de titre, il affronte Frank Bruno. C'était un futur champion avec 27 KO pour 29 combats. Don lui promet alors beaucoup d'argent pour ce combat. 40 000 personnes assistent à ce combat. La dernière fois qu'il y avait autant de spectateurs, c'était lors du combat Ali contre Henry Cooper en 1963. Et si les deux se touchent, Tim est plus rapide et ses coups percutent plus fort. Dans le 11e round, Tim remporte le combat avec un gros KO. 2 millions de billetterie, 1,7 million de droits de télévision. Mais quelques temps après, Tim reçoit son chèque. Le montant inscrit dessus est la ridicule somme de 90 000 $. Son adversaire lui a empoché 900 000 $. Mais c'est à goutte d'eau. Tim perd intentionnellement le dernier combat de son contrat avec Don. Mais cette défaite qui marque la fin du contrat est une vraie libération. Et directement après ça, il va le poursuivre en justice et demander 25 millions $. Mais l'affaire continue pendant des années et Don lui propose 1,2 million $ pour qu'il abandonne les charges. Offre qu'il va accepter de peur de jamais se faire payer et surtout de la pression qu'il a reçue de son affiliation avec la mafia. Tim finira fauché et Don ruinera la suite de sa carrière en empêchant tous ses combats d'être organisés. Il sera forcé de combattre jusqu'à 45 ans pour se faire de l'argent alors qu'il aurait pu empocher des millions de $ et ne plus jamais avoir de problèmes financiers. Mais là, Don a déjà une autre cible en vue, le futur champion Mike Tyson. Mais pour comprendre comment Don a réussi à mettre la main sur Mike Tyson, on va revenir sur son enfance. À seulement 12 ans, il avait déjà beaucoup d'ennuis avec la justice. Et s'il n'avait pas croisé le chemin de Bobby Stewart, un ancien boxeur, son destin aurait pu être beaucoup plus tragique. Parce qu'il voit en lui un gros potentiel, et quand il commence à boxer, il se rend compte qu'il a quelque chose de spécial, une puissance brute terrifiante. Donc il le présente à un homme qui va changer sa vie, l'entraîneur légendaire Cus D'Amato. Et si Bobby a réussi à dénicher le diamant qu'est Mike, c'est Cus qui va le polir et en faire un bijou. Il prend Tyson sous son aile, mais pas seulement pour l'entraîner, parce qu'il va l'adopter, il va devenir son mentor, le père adoptif qu'il n'a jamais eu. Et ce moment marque le début d'une aventure incroyable. Celle d'un enfant que rien ne prédisposait à réussir en un des plus grands champions poids lourds de la boxe. Et sous le contrôle de Cus, tout se passe parfaitement. Il le protège comme un père et développe son style signature, le peekaboo. Une technique basée sur les mouvements tête et les déplacements explosifs pour casser à distance et mettre une grosse pression sur l'adversaire. Il fera ses débuts professionnels en 1985 et ses débuts sont impressionnants. Il remporte son premier combat par KO au premier round. Et la même année, il fera 15 combats qu'il remportera absolument tous par KO. À seulement 18 ans, Mike est déjà un phénomène. Personne ne frappe aussi fort que lui, il est craint de tous les boxeurs. Don, quant à lui, contrôle presque toute la division des poids lourds, excepté Mike Tyson. Lui, il est bien entouré et conseillé par Cus et ses autres managers et entraîneurs. Et pour l'instant, tout va bien pour lui. Mais la situation va s'empirer quand son entraîneur va décider. Il se retrouve seul et n'a plus personne pour le recadrer et prendre soin de lui. Mais il est surtout très vulnérable. Et quand James Jacobs, le manager de Mike, la seule personne qui se soucie encore de lui, meurt, c'est l'occasion de rêve pour Don de lui mettre la main dessus. Et ça va fonctionner parfaitement, parce que Don il a grandi dans la rue et il sait exactement comment parler aux jeunes noirs qui viennent des quartiers pauvres. Il connaissait aussi le train de vie qu'ils enviaient. Don va accompagner Mike au concert, dans les boîtes de nuit et lui présenter des personnes importantes du show business. Il va isoler Mike et faire partir peu à peu toutes les personnes de son entourage qui lui voulaient du bien. Il le convainc qu'ils n'ont pas besoin d'eux et que c'était eux deux contre le monde. Deux noirs contre l'industrie de la boxe contrôlée par des blancs. That's what the problem is. That's why these conspiracies are afoot to get rid of us with King Vision. Another first for us. A $200 million pay-per-view network of people of color in this great nation. Don't you tell me nothing bad about America. Ils faisaient interviews et clips de musique ensemble. Avec Don, Mike est rapidement passé d'un enfant timide à traîner avec des acteurs, des rappeurs et des criminels. Jusqu'au 11 février 1990 au Japon. Mike Tyson doit affronter Buster Douglas. Mais la nuit avant le combat, Mike Tyson fait une grosse soirée dans laquelle alcool et drogue coulent à flot. Et le lendemain, même s'il met Douglas au tapis, il se fera mettre KO dans le 10e round. Mike ne s'entraînait plus, il semblait hors de forme. Alors qu'il était le boxeur le plus craint et semblait invincible, il va complètement perdre cette aura avec ce combat. Et c'est que le début de sa descente aux enfers. Tout le monde voit qu'il n'est plus aussi vif sur le ring. Il s'entraîne beaucoup moins et on le voit de plus en plus aux soirées. Et 2 ans plus tard, son comportement autodestructeur prend une tournure dramatique. Il est arrêté et incarcéré pour agression sur une jeune femme. D'après les rapports, ça se serait passé dans une chambre d'hôtel après une soirée alcoolisée. Il aurait attaqué la jeune femme, laissant la victime avec de graves blessures et un traumatisme.
Le tribunal le condamne à 5 ans de prison ferme. Ce sombre épisode, largement médiatisé, marque un tournant dans sa carrière. Mais quand Mike sort de prison, le premier à l'accueillir c'est Don. Et à ce moment, il n'a encore rien contre lui. Il le considère comme un mentor, le voit comme une des seules personnes bienveillantes, et ils re-signeront ensemble pour de nouveaux combats. Là, les deux sont de nouveau prêts à faire des millions ensemble. Et son talent indéniable lui permet de remporter quelques victoires. Mais ça ne va pas suffire face à un adversaire tel que Holyfield, qui va mettre un arrêt à son retour. Mais c'est dans leur revanche que tout va basculer. Frustré de ne pas arriver à casser la distance et des coups de tête de Holyfield, Mike va lui mordre l'oreille à 2 reprises et lui arracher un bout. À cause de cet acte, il perd sa licence. Et c'est sous les huées du public et le déshonneur qu'il quitte définitivement le monde de la boxe. À ce moment, il n'est plus d'aucune utilité à Don et il va voir son vrai visage. Un businessman qui ne voit dans les gens que ce qu'ils peuvent lui apporter. Là, Mike, il est complètement perdu et émotionnellement instable. Il plonge dans la drogue et ne comprend pas encore ce qui se passe. Mais il va engager des avocats pour passer en revue tous les contrats qu'il a signés avec King. Et il va décider de le poursuivre pour une somme de 100 millions de dollars. Avec le temps, Don va réussir à trouver un arrangement avec Mike. Il va lui reverser 14 millions de dollars, juste assez pour rembourser ses frais de justice. Comme Tim, Mike quitte le monde de la boxe complètement fauché et détruit par les manipulations de Don. Avec toutes ces histoires, sa réputation a pris un gros coup. Et les boxeurs sont de plus en plus méfiants de signer avec lui. Mais ce qui va achever sa carrière, c'est quand il va signer avec Holyfield et organiser un combat face à Lewis. Ce qui était censé être une victoire largement en faveur de Lewis va se transformer en une égalité. Et il sera avéré plus tard que Don King avait des liens très suspects avec les juges. Un journaliste sportif a enquêté sur le sujet, et Don et les juges devront passer devant une commission athlétique. Sa réputation est de pire en pire, et non seulement il n'arrive plus à signer de nouveaux combattants, mais en plus tous ceux qui avaient déjà signé avec eux le quittent. Le dernier grand combattant avec qui il a travaillé, c'est Roy Jones Jr., mais il va aussi finir par le quitter quelques temps après ça. Avec le temps, de nouveaux promoteurs avec des méthodes plus transparentes prennent petit à petit le relais. En plus, la promotion de la boxe change petit à petit. Les nouvelles technologies modifient la manière avec laquelle on promeut le combat, et bien qu'il reste une figure majeure de la boxe, il a de moins en moins d'influence. En plus, dans les années 2000, une loi intitulée les Accords de Mohamed Ali sur la boxe est adoptée visant à protéger les droits des boxeurs et garantir plus de liberté. Et la majorité des règles qui y sont inscrites sont basées sur les coups vicieux de Don King. Et ces accords éprouvent à quel point il avait une mauvaise influence sur les combattants. Et si Don King n'a jamais véritablement été destitué, sa chute se fera progressivement au fur et à mesure des années. Il sera mis de côté au profit de nouveaux promoteurs. Et ça va permettre d'entrer dans une période plus saine pour les combattants, dont les droits seront plus respectés. Et si on peut admirer son génie et sa capacité d'organiser les combats les plus divertissants de son époque, il ne faut pas oublier tout le mal qu'il a fait, les carrières et les vies qu'il a détruites pour se remplir les poches. S'il y a bien un épisode de sa vie qui montre ce caractère, c'est la manière avec laquelle il a lâché Mike Tyson. Il a terminé sa carrière dans une disqualification sous les huées du public et surtout complètement fauché, indigne pour la légende qu'il était. Et beaucoup considèrent que le déclin de la boxe a commencé avec l'ère de Don King. Mais si cette phase sombre est indéniable, Don King a propulsé la boxe sur la scène internationale, avec des événements mythiques comme The Rumble in the Jungle ou Thrilla in the Manila. Ces événements ont rassemblé des milliards de spectateurs et ont généré des millions de dollars. Et il a tout de même donné des sommes colossales à l'époque comme les 5 millions pour Ali et Foreman. Même si en proportion il prenait la plus grosse part, il arrivait à générer tellement de hype autour de ses combats qu'il payait quand même plus les combattants. Mais est-ce que tout ça, ça excuse les coups bas? Et surtout, est-ce que vous pensez que dans sa globalité, Don King était une bonne chose pour le monde de la boxe? Salut, la vidéo elle arrive à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. C'est un format qui change un peu et en ce moment j'aime beaucoup faire ce type de format. Plus des formats documentaires où je parle de choses qui sont un peu à côté, comme par exemple la dernière vidéo que j'ai fait sur le dopage. En ce moment c'est un format que j'aime beaucoup faire, je préfère faire ça à faire juste traiter des combattants. Donc à partir de maintenant je vais essayer de m'arranger pour trouver que des sujets de ce style. Et les vidéos où je parle en détail d'un seul combattant, je ferai que quand il y a un sujet vraiment intéressant, soit quand il y a un combattant que j'aime beaucoup, que j'ai découvert, ou alors qui est en pleine ascension et qui fait des trucs de fou, comme par exemple Ilia Topuria. Et comme la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne, parce que c'est un combattant que j'aime vraiment beaucoup, je vous spoile pas. Mais ça va arriver fin du mois normalement, donc pour pas rater ça, abonnez-vous. Et là j'ai la deuxième sponsor qui arrive sur ma chaîne, c'est CyberGhostVPN. Si vous aimez la qualité de l'image là, c'est que ça m'a permis d'acheter une nouvelle caméra. Donc ça c'est un vrai plus pour ma chaîne, ça me permet de sortir plus de vidéos et qu'elles soient beaucoup plus qualitatives. Donc merci beaucoup à CyberGhostVPN. N'oubliez pas d'aller jeter un oeil parce que vous avez 4 mois offerts, plus 83% de réduction avec le lien qui est dans la description. Ça permet de protéger votre vie privée, débloquer des contenus exclusifs, et en plus ça vous permet de faire des économies. Et puis de toute façon vous avez aucun risque, c'est garanti satisfait ou remboursé, vous avez 45 jours d'essai. Donc voilà, pensez à CyberGhostVPN si jamais vous voulez me soutenir. Et là ça fait quelques temps qu'il y a un type de format qui m'intéresse vraiment beaucoup et que j'ai de plus en plus envie de faire. Et en plus ça sera bien avec la nouvelle caméra. Ce serait faire du contenu dans la vraie vie, un peu comme le format Karaté Bushido. Ce serait prendre ma caméra, bouger, interviewer des combattants et pourquoi pas faire 2-3 sparring. Enfin, surtout faire des sparring, ce serait cool. Et pour vous proposer une belle vidéo où vous me voyez faire des sparring avec des combattants. Parce que pour ceux qui savent pas, qui viennent d'arriver sur la chaîne, à la base moi je suis un combattant d'MMA. Et d'ailleurs j'ai combattu il y a pas longtemps, donc si tu veux voir mon combat et voir un peu ce que je joue dans la cage, tu peux aller sur mon Instagram. Le combat il est dispo, il est épinglé sur mon profil. Donc on se retrouve sur mon Insta, d'ailleurs tu peux m'envoyer des messages et me poser des questions là-bas, j'y répondrai. Et si t'es un combattant ou que t'as envie de commencer, j'ai un Discord dans la description avec tous les combattants qui sont intéressés par progresser et faire les choses intelligemment, donc n'hésite pas à aller faire un tour si ça t'intéresse. Et voilà, la vidéo elle arrive vraiment à sa fin. Si tu regardes encore cette vidéo, tu fais partie des vrais OG de la chaîne, donc merci à toi et à plus pour une prochaine vidéo.